Hey, salut tout le monde, bienvenue à 168 heures. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit... Ok, tasse-toi là. Bon, aujourd'hui à l'émission, on reçoit Samuel Ostigui, qui a été le porte-parole, la figure de proue devant 168 heures. Aujourd'hui, on s'intéresse à lui, on veut savoir qui il est, puis pourquoi qu'on s'ouvre autant à lui. Parce que, honnêtement, genre, je sais pas c'est quoi ton pouvoir que t'as, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit les autres. Mais moi, je suis allé profond. Je veux juste savoir ce qui se passe avec toi, fait qu'on va aller deep, mon gars. Il y a quelque chose qui m'a marqué quand tu m'as écrit un email. C'est écrit architecte de l'aventure. Ça part de où, ça? Ouais, architecte d'aventure. Parce que je trouve ça vraiment cool, by the way. C'est clairement un mot que j'ai inventé. C'est Ok. pas, on va pas à l'école d'architecture d'aventure. Mais quoi qu'en même temps, ça se recoupe avec le monde du guidage, puis le monde de la consultation corporative. Fait que dans le fond, en gros, l'idée, c'est que moi, à la base, j'étais un gars qui trippe plein air, puis qui trippe sport d'équipe. Puis éventuellement, je suis allé étudier pour devenir guide d'aventure. Puis quand tu étudies pour devenir guide d'aventure, tu étudies pour, oui, les premiers soins, encadrer des équipes, puis des groupes à l'extérieur dans des environnements naturels, mais il y a aussi une portion planification, d'expédition qui touche à de la gestion de projet, finalement. Puis éventuellement, j'ai fait un petit détour par l'armée. Mais en sortant de l'armée, j'ai commencé à travailler dans une boîte de mobilisation d'équipe. Puis là, ben, je désignais des challenges, des défis sur mesure, pour des CEO, des équipes de direction. Puis à travers ça, j'ai vu vraiment le potentiel du dépassement. J'ai vu le potentiel de créer vraiment des événements sur mesure, t'sais. Y a-t-il un projet en particulier que tu as fait, OK, ça, là, ça va être un sacré défi parce qu'il n'y a pas juste le fait que c'est un défi en soi de le réaliser, mais là, je travaille avec des gens qui sont pas des athlètes puis qui sont pas habitués d'avoir ce genre de conditions-là dans leur vie. Puis comment ça va être sur le terrain, parce que quand tu es sur le terrain, j'imagine que t'as pas... c'est un point de non-retour, là, c'est... Ouais. You're in. Ah, c'est clair que, tu sais, je pense à une histoire, entre autres, d'un gars qui s'appelle Don, qui était dans la mi-cinquantaine, fin cinquantaine, au moment où on a fait un projet. On s'en allait au Mont-Washington en plein hiver, tu sais, au mois d'avril. Puis le Mont-Washington, c'est juste de l'autre côté des lignes, là. C'est à même pas 3 heures de route de Montréal. Mais, tu sais, quand tu y vas en hiver, là, un jour sur 3, ils vendent plus que 100 km/h. T'as des vents super forts. Tu peux t'entraîner pour aller à l'Everest, finalement, au Mont-Washington. T'as des conditions... climatique assez intense. Je revois Don qui arrête en plein milieu du sentier. On est rendu au-dessus de la ligne des arbres. On voit pas encore le sommet. Il est comme des nuages, mais on sait qu'on s'y approche. Puis Don, il arrête, puis il se met les 2 genoux à terre. Puis il est comme... Moi, je bouge plus d'ici. T'sais. Mais il y a toute l'équipe. Le vent se lève, les gens commencent à avoir froid, commencent à y parler. Tout le monde a travaillé des mois pour se rendre là. Tout le monde travaille pendant des mois, il y a de l'argent qui est mis sur la table aussi de la part de l'entreprise, puis tout ça. Fait que là, tu fais quoi, tu sais? Puis, fait que là, c'est là où tous les concepts de psychologie, de découper, tu sais, un gros défi en petites portions. Qu'est-ce que tu es capable de faire maintenant, tu sais? Qu'est-ce que tu contrôles maintenant, tu sais? Fait que là, tout ça rentre en ligne de compte. Fait que finalement, Don, on a fait un deal, tu sais. Le deal, c'était pas de viser le sommet. Le deal, c'est est-ce que tu es capable de te lever debout? Je peux essayer. Après moi, tu es capable de te lever debout. T'sais. Fait que là, une fois qu'il est debout, est-ce que tu vois la roche là-bas? T'sais? Oui. Est-ce que tu penses que tu es capable d'y aller? T'sais? Non. OK. Est-ce que tu penses que tu es capable de faire juste un pas? T'sais? Oui. Fait que là, comme ça, étape par étape, finalement, Don s'est rendu jusqu'en haut. Puis c'est sûr, il y a eu de l'aide. Là. Son sac à dos a été transporté par quelqu'un d'autre. Il est accroché sur mon sac à moi, tu sais, puis là, je le tirais des fois par moment, on l'encourageait, on prenait des pauses, puis finalement, Don, il est arrivé en haut, tu sais, puis, je veux dire, le sourire, c'est gravé dans ma mémoire, là, ça fait 5 ans de ça, puis c'est encore sa photo de profil sur Facebook, c'est comme le moment où j'étais au-dessus de lui, tu sais, en train de chuchoter comme « T'es capable, vas-y mon gars, on est avec toi », tu sais. Fait que c'est super touchant. C'est là que je trouve ça beau, ton parcours par rapport à l'entreprise. Mais pour te rendre là, d'avoir ce genre d'aptitude-là, toi, c'est levé un matin, puis
T'as dit, OK, moi, je pense que je suis capable de pousser le monde à l'extrême, ou t'as vécu des affaires extrêmes aussi pour te... Tu sais, j'ai checké ton parcours, puis l'Antarctique, c'est quand même une expédition assez extrême, là. C'est une place où l'homme n'a jamais été. C'était quoi tu peux expliquer un peu pour que les gens comprennent? Ouais. En fait, on est parti en 2014, en février 2014, après 3 ans de préparation. On est parti en Antarctique à bord d'un bateau à voile. Fait que, tu sais, finalement, l'Antarctique, c'est le pôle sud, l'Arctique pôle nord. Fait qu'on est parti d'Ushuaia, fait que le village, pratiquement le village le plus au sud de l'Amérique, la Pointe, en bateau à voile. Puis l'idée, c'était de traverser le passage Drake, puis d'arriver sur le continent antarctique. Puis le continent il est fait, tu sais, assez rond, là, ovale, puis il y a comme une petite péninsule, une corne qui sort de l'ovale. Puis l'idée, c'est de se rendre sur cette péninsule-là, puis en ski alpinisme, de se rendre sur un plateau qui est à 2000 mètres d'altitude. Fait que c'était quand même assez excitant. Ouais. Ça s'est bien passé? Cool. ouais, pour vrai, ça s'est bien passé. T'as pas l'air sûr. Non, ça s'est super bien passé. Mais on a eu des petits contretemps, des petits pépins, c'est clair. Mais tu sais. Attends une minute, là. Toi, des petits pépins pour toi, c'est quoi? Man? Parce que moi, c'est pas la même chose, je pense, le niveau de pépins. Là. Ouais, mais tu sais, je te donne un exemple. On arrive après presque une semaine, en tout cas, 4-5 jours de traversée à voile. T'arrives en Antarctique, c'est extraordinaire, là. L'Antarctique, c'est 3 couleurs, là. C'est blanc, puis des montagnes, tu sais. Fait que tu penses à des montagnes super acérées, un peu comme dans l'Ouest là, canadien, fait qui sortent de la glace, tu sais. C'est 2000 mètres d'épais de glace avec des montagnes qui sortent acérées. C'est magnifique, avec le ciel qui est bleu, la mer qui est bleue, les baleines, les phoques, les pingouins par millions. C'est assez enchanteur. Là. Puis là, tu te dis, ouais, j'étais un aventurier, j'étais un vrai. Là, c'est comme, ça y est. Puis on débarque du bateau, on trouve une espèce de rampe de lancement avec l'itinéraire qu'on avait fait. Avec des photos Google Maps, Google Earth, il n'y a pas de carte dans le fond là, de cet endroit-là. Puis on savait qu'on en avait pour au moins 5-6 jours entre le moment où on commençait à skier puis le moment où on allait arriver sur le plateau, le Forbidden Plateau, ça s'appelait de même, le plateau interdit. Puis là, ça c'était à 2000 mètres d'altitude. Fait qu'on commence à marcher puis tout ça, mais entre les deux, il y avait un endroit qui s'appelle le Catwalk. Fait qu'il y avait la réputation qu'une expédition dans les années 1900, je sais pas, 40, 50, avait tenté de se rendre sur le plateau par là. Puis il y a plein de gens qui étaient tombés, des chiens, parce qu'ils étaient propulsés par en traîneau à chien, qui étaient tombés du catwalk, qui serait comme une espèce d'arête bien affinée. T'sais. Fait qu'il y a déjà une aura. Fait qu'il y avait quand même une espèce de. C'est spooky un peu. Là. Ouais, tu sais, de danger ou de risque potentiel. Puis finalement, ben, on fait les 3 premiers jours de marche, ça se passe relativement bien. Assez rapidement, on réalise comme la charge qu'on tire, les bobos commencent à sortir, on commence à traverser nos premières crevasses parce que là, t'as des crevasses qui sont immenses en fait. Là, puis t'es sur un glacier, c'est de la. Finalement, c'est de l'eau, c'est de l'eau qui est en mouvement, mais c'est de l'eau qui est figée, mais quand même en mouvement. Puis à cause de la gravité, c'est tout le temps en train de bouger, puis les crevasses, ils se déplacent, ils se déforment, ils s'agrandissent, ils se rapetissent. Fait tu le vois pas à l'œil, mais. Fait qu'à tout moment, il peut arriver quelque chose aussi, là, ça peut. Il peut tout le temps arriver quelque chose, puis on l'entend aussi, on entend le glacier qui bouge. Les journées qui sont ensoleillées, on entend les séracs qui sont comme des corniches finalement de neige puis de glace qui dépassent des montagnes, ça tombe, puis ça déclenche des avalanches. Fait qu'on est quand même super engagé, puis on le sait rapidement dans l'expé. Mais tu vois, jour 4, moi je suis tombé dans une crevasse. Bon, jusque-là, on s'imaginait que ça allait arriver. Pendant plus de 30 jours sur ce terrain-là, on s'imaginait que c'était ça pouvait arriver, là. Ouais. Il y avait un grand risque. Là. Il y avait un grand risque. Fait que t'as cassé la glace, un peu. Fait que, ben ouais, c'est ça. Exact. Littéralement. Littéralement, parce que, on est arrivé à une crevasse qu'on avait passée la veille. On est en repérage pour trouver le fameux catwalk. Des nuages, pas une bonne visibilité. Le premier de cordée, Alex, dit « Ok, j'arrive à une crevasse, gardez la corde tendue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en cordée. Il y a 17 mètres entre chaque personne. La corde est bien tendue.
l'objectif, c'est que s'il y en a un qui tombe, ben les autres vont pouvoir retenir sa chute. Et après ça, ben la personne va pouvoir se remonter par elle-même ou se faire aider. T'sais. Fait qu'Alexandre, il arrive à la crevasse, la signifie, il traverse. Moi, j'arrive à la crevasse, je le nomme aussi à la personne qui est derrière. Puis j'arrive pour traverser. C'est une crevasse qui est large de, je sais pas, là, de 5 mètres, 4-5 mètres. Puis finalement, arrivé en plein milieu, le pont de neige, finalement, tu sais. S'effondre. S'effondre. Fait que là, moi, je tombe en plein milieu. Tombe, c'est-tu creux? C'était haut, là. C'était comme, je sais pas, une quinzaine de mètres, là. Quand même, 12, ok. Ouais, 12-15 okay. mètres. Moi, je tombe de, je sais pas, là, tu sais, 4-5 mètres, là, tu sais. Fait que là, je suis là, je regarde autour. Bon, c'est bleu, c'est tranquille. C'est sûr, je suis super stressé au départ. Tu sais, comment je fais pour remonter. Mais l'entraînement a kické in, tu sais, on s'était entraîné assez fort pour ça, puis ça fait partie de la réalité en montagne. Fait que j'ai comme pris un moment d'arrêt pour me dire, hey man, t'sais, là, ici, là, c'est comme ça que j'ai passé du stress à plus au sentiment de contrôle. Hey man, là où t'es en ce moment, là, c'est vraiment vrai que il y a peut-être jamais personne qui est venu ici. C'était calme, c'était beau, le bleu, tu sais. Mais t'étais pas blessé, rien, t'avais juste ton. Ok. J'ai perdu un petit peu d'équipement, mais bref, je suis remonté de là, puis ça s'est bien passé. Mais c'est le lendemain que ça s'est cassé. Le lendemain, là, on a eu toute une péripétie d'équipe. Là, tu peux pas nous dire ça, pas nous dire c'est quoi, là. Ah, le lendemain, tu sais, comme moi j'avais perdu l'équipement dans le fond de cette crevasse-là, on se disait qu'on se fait un genre d'équipe de sauvetage, qu'on part à 3, on s'en va en haut de cette petite montagne-là, on descend François dans le fond de la crevasse, il va chercher l'équipement, il remonte, puis à un moment donné, ben, c'est le temps de retourner au campement. Fait qu'on a divisé l'équipe en deux. On était 6 au total. 2 cordées de 3 personnes. Il y a une cordée de 3 qui est restée au campement en bas. Nous autres, on est montés en haut de la montagne. On fait notre petite affaire. Puis après ça, il faut qu'on redescende au campement. À ski, au campement. Mais il est arrivé un pépin avec notre système de navigation, les drapeaux qu'on avait plantés pour se repérer et le GPS. Les 2 systèmes de backup ont comme fait défaut. Le temps de quelques secondes. Fait que ça nous a mis dans une espèce de situation où quand on est reparti du sommet, moi j'étais en 3e, il y avait François puis Marina. François en premier, Marina en 2e, moi j'étais le dernier. François il se met à skier, il fait un carve dans la neige, un 2e, puis à un moment donné il disparaît, tu sais. Fait que, puis je veux dire, clairement je sais ce qui vient de se passer, là, il disparaît dans la neige. Puis là, je vois la corde qui se tend entre François et Marina. Marina qui se ramasse à terre, qui se fait emporter. La corde qui se tend entre elle et moi. Moi qui se fait emporter aussi. Puis en fait, ce qui a été vraiment particulier, c'est que ça a été super dur d'arrêter la chute. T'sais. On est à ski avec la vélocité de la gravité en pente descendante. Éventuellement, avec le piolet, réussi à arrêter graduellement la chute, mais j'étais dans une position... T'étais rendu au contraire, au début, il y avait plus de monde qui vous supportait, là, c'était toi qui supportais plus de monde qui était en train de tomber, kind of. Ouais, kind of, là, c'est ça, là, puis on était lourd à la gang, puis la pente était inclinée, puis la neige était folle, puis il y avait quand même bien des conditions qui jouaient contre nous autres à ce moment-là, puis quand finalement le mouvement a arrêté, Marina, qui était la 2e de cordée, était super proche du bord, elle aussi, puis c'était comme clair que s'il y avait un faux mouvement, puis qu'on perdait le contrôle, puis qu'on reculait encore de quelques mètres, elle passait probablement par-dessus bord, puis là, j'aurais été incapable de tenir le poids de 2 personnes, tout seul. Fait que ça a été compliqué, de sortir de là, parce que chaque mouvement que je faisais, j'avais l'impression que ça allait nous faire décrocher. Fait qu'il fallait pas que je bouge, mais en même temps, de la façon que j'étais placé, j'arrivais pas à respirer. Là, tu fasses de quoi à m'amener aussi. C'est ça. Pas rester de même à vitam aeternam. Fait qu'il fallait prendre le risque d'être en mouvement puis tenter une manœuvre, tu sais. Fait que j'avais entendu dire que il paraissait, puis je confirme c'est possible, d'enlever ses skis, tu sais, mais juste par la force de rotation. Quelqu'un qui m'avait raconté ça une fois, puis c'était comme resté dans ma tête, dans un coin de mon inconscient. Fait que je me suis dit, ben, c'est là ou jamais, là. Fait que j'ai réussi à enlever un ski, un 2e, avoir une meilleure position, plus frontale, moins de côté.
avec mon piolet. Puis après ça, trouver l'outil qu'il me fallait pour créer un système d'ancrage dans la neige. Mais tu sais, juste ça a été long, complexe et souffrant. Ben, je peux comprendre maintenant quand il y a une personne qui monte le Mont Washington puis il y a de la misère, tu es capable de dire I've been through this. J'ai vécu des moments difficiles aussi. T'as fait combien de temps à l'armée? 8 ans. Quand même, hein? T'as commencé à quel âge? 19. 19? T'as-tu fait des missions? Ouais, j'étais allé en Afghanistan en 2009. Est-ce que c'est dur d'expliquer, mettons, à des gens comme, mettons, les civils, quand t'arrives dans ce monde-là, tu reviens, t'as décidé de quitter l'armée, puis cette expérience-là, ça se passe comment, la transition? Moi, j'étais dans une espèce de dynamique où le dépassement était vraiment au centre de ma vie, là, tout le temps. C'est pas te permettre de pas être au top tout le temps. Je pouvais pas me permettre de pas être la meilleure version de moi-même dans tout ce que je faisais. T'sais. Fait qu'avec un très très grand niveau d'exigence, une capacité de prendre beaucoup de stress, puis un syndrome un peu sauveur, là, où je veux prendre soin de tout le monde, mais très peu à l'écoute de mes besoins. T'sais. Puis j'ai rentré dans un mur, là, mais solide. Là, en 2 semaines, là, je me retrouve à devoir me chercher un nouvel appart. Il n'y en a pas d'appart, là, le confinement vient d'arriver. Tout le monde est en lockdown, chacun chez soi, avec un bébé de 2 ans. Finalement, je retourne chez mes parents dans le sous-sol, bungalow Rive-Sud. J'ai 34 ans, tous mes contrats sont annulés. Tu sais, là, je suis comme... Ouch! J'ai mal! Ça filait pas. Mais je le voyais pas, tu sais. Encore là, je le voyais pas. C'est quoi t'en as tiré de comment ça vient sorti? Ben écoute, en fait, j'avais beau être creux, j'avais pas encore frappé mon mur. Ce qui m'a permis de créer le mouvement, c'est de vraiment frapper le mur. Puis le mur, j'ai réalisé que j'avais frappé le jour où je suis dans la cuisine. J'ai passé toute la matinée en petite boule à pleurer, man. À pleurer ma vie, à pas comprendre ce qui se passe, à être complètement comme déconstruit. Puis mon père qui revient sur l'heure du dîner puis qui me dit, tu sais, t'as pas l'air affilé, toi. Puis là, tu sais, je suis dans ma tête, je suis dans mes idées noires, ça fonctionne pas. Puis à un moment donné, il me dit, Samuel, tu sais, il prend une voix vraiment paternelle. Tu sais, j'ai pas souvent vu mon père comme ça, mais là, il prend un ton super solennel, puis il est comme, Samuel, t'as-tu des pensées suicidaires? Puis c'est à ce moment-là que ça m'a frappé, man, parce que j'ai réalisé que, j'en avais eu, dans les jours précédents. Mais ça m'a amené à prendre conscience que... J'ai besoin d'aide, mettons. J'ai vraiment besoin d'aide. Ouais. Parce que les jours précédents, j'avais cherché le numéro de suicide. Mon Samuel là, qui va m'aider à monter la montagne. Là. Un peu. Ouais, exactement. Ouais, exactement. C'est normal. Puis là, il m'a dit, Monsieur Astigui, c'était super solennel. Monsieur Astigui, est-ce que tu me promets qu'avant de faire quoi que ce soit d'irréparable, tu vas m'en parler? J'ai dit oui. Puis en fait, ça a été comme suffisant pour moi pour simplement avoir la conviction que j'avais été vu. T'sais. J'ai été vu dans ma détresse. Là. Fait que c'est ça. Le défi des prochains mois, des prochaines années, c'est de trouver l'équilibre entre OK, là, je suis dans une zone de dépassement, puis volontairement, je le fais, puis j'ai quelque chose à aller chercher là-dedans. Puis là, tu sais quoi, je vais dans une période plus d'écoute. T'sais. Puis pendant le prochain week-end, la prochaine semaine, ben, je vais dire non aux opportunités. Je vais dormir. Je vais rien faire. T'sais, le bon vieux dicton, on dormira quand on sera mort, ça fait un temps, mais si c'est ça qui t'amène à la mort plus rapidement, c'est peut-être pas si payant. Là. Moi, je pense qu'on devrait finir là-dessus pour de vrai, là, parce qu'on était assez profond pour ce podcast-là. Fait que merci, j'espère que ça a été pas si pire que ça. Yeah, man. Puis, merci à toi. Moi, je sais pas, je t'ai fait une bonne job d'intervieweur. Ben ouais, pour vrai, je suis vraiment content que tu sois revenu et t'aies accepté ce défi-là. J'avais aucune idée dans quelle direction on allait aller. Puis, ouais, c'était 168. C'était 168. Merci, mon ami. Yes! Yes!